penser, c'est pas la même chose que raisonner. Et on peut être un grand intellectuel qui pense bien. Mais il y a des situations où si ce grand intellectuel ne raisonne pas bien, il va dire des bêtises. Moi, je n'ai pas une double casquette, je ne suis pas physicien et philosophe, je suis entre les deux. Et donc j'essaie de me mettre à l'écart de ces deux disciplines, dans une zone où elles utilisent un vocabulaire commun, pour essayer de clarifier les choses, parce que je pense que certaines découvertes des physiciens changent la façon de penser certaines questions philosophiques. Mon besoin de croiser la science et la philosophie, en fait, ça vient de la terminale, de la classe de terminale. On avait, comme tout le monde, des cours de physique et des cours de philosophie. Dans les cours de physique, parfois, le professeur, même souvent, nous parlait du temps. Le professeur de philosophie, dans certains cours, nous parlait du temps. Et moi, naïvement, du haut de mes 17 ans, je me demandais, est-ce que le professeur de physique qui parle du temps parle de la même chose que le professeur de philosophie? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? Si la réponse est oui, est-ce qu'ils disent l'un et l'autre les mêmes choses de cette même chose qu'est le temps? Et la réponse était non, évidemment. Le temps, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Le vide. Le vide, qu'est-ce que c'est que le vide? Est-ce qu'on peut parler du vide sans tenir compte de ce que les physiciens ont découvert sur ce qu'ils appellent le vide? Et d'ailleurs, ce qu'ils appellent le vide, est-ce qu'il mérite d'être appelé vide? Un vide qui est plein de trucs, est-ce que c'est encore du vide, etc. Donc c'est ce petit jeu qui m'amuse, parce que je pense qu'il est nécessaire de jouer avec ces choses, de clarifier les concepts pour mieux les penser. Quand je dis le temps passe, on dit tous le temps passe. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Si le temps passait vraiment, est-ce qu'à la fin, il finirait par trépasser, etc. Vous voyez, le langage, il charrie avec lui des espèces d'a priori clandestins. Et peut-être que quand nous disons que le temps s'écoule, on a l'image du fleuve en tête et on attribue au temps des propriétés qu'ont les fleuves que le temps n'a peut-être pas. Et donc c'est ce travail critique qui me paraît nourrir la bonne vulgarisation. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui n'aime pas les mathématiques ou qui n'aime pas la physique, et le conseil que je donnerais à ceux qui prétendent l'enseigner, tâche très difficile parce que les professeurs sont mis en concurrence avec toutes sortes d'autres stratagèmes pour capter l'attention des adolescents. Donc ils ont un travail très difficile, mais moi je dirais, prenez des problèmes très simples en physique ou en mathématiques et essayez de réfléchir autour de ces problèmes et très vite vous allez tomber sur des contradictions. Or la contradiction, le paradoxe, c'est ce qui fait qu'on est mis en appétit et on va s'intéresser à une question parce que justement, elle oblige notre cerveau à affronter une contradiction. Et quand la pensée est provoquée par une contradiction, alors elle peut se remettre en cause et aboutir à des joies intellectuelles. J'accepte tout à fait l'idée qu'on ne sache pas tout. Et ça donne un prix incroyable à la connaissance. Le peu qu'on sait, on doit le transmettre. Justement parce qu'on ne sait pas grand-chose. Ça donne à la connaissance une valeur énorme. Et en physique, par exemple, on sait des choses. L'atome existe. L'univers est en expansion. La Terre est plutôt ronde que plate. On le sait. Et donc, on doit expliquer comment on l'a su. Si on utilise simplement des arguments d'autorité en disant « nous savons que », ça ne convaincra que ceux qui nous font confiance. Mais si on explique comment on a su ce qu'on sait, comment on a su que l'atome existe, c'est une histoire passionnante qui a duré 2500 ans. On ne saura jamais tout, d'accord? Mais on apprendra toujours. C'est ça la morale de l'histoire.